Madame le président, madame la ministre, mes chers collègues, jamais en temps de paix nous n'aurons autant atteint nos libertés publiques les plus essentielles, comme la liberté d'aller et de venir ou la liberté du commerce et de l'industrie. Pour la bonne cause, me direz-vous, car comme le rappelle le Premier ministre, il y a une pandémie qui touche la France. Mais dans cette période d'état d'urgence sanitaire, alors que nos préoccupations sont toutes orientées vers la gestion de la crise pandémique et de ses conséquences économiques et sociales, nous devons, mes chers collègues, toujours avoir à cœur de préserver les acquis démocratiques que notre histoire politique et notre doctrine juridique nous ont légués. Selon une étude récente de The Economist, les libertés démocratiques ont reflué dans près de 70% des pays du monde en 2020. Un chiffre élevé qui amène à se poser de nombreuses interrogations, surtout quand la France se retrouve dans la catégorie des démocraties défaillantes. C'est pourquoi je rends grâce au groupe CRCE de nous permettre de réfléchir ensemble ce soir à ces questions essentielles et de ne pas nous laisser emporter par le plus grave de tous les risques, celui des accommodements raisonnables, pire, celui de l'accoutumance. Quand le numérique envahit les rapports sociaux avec une vitesse incroyable, avec des acteurs privés aussi puissants que des États, se pose toujours cette question avec une grande acuité de savoir comment toujours mieux protéger les libertés publiques et la vie privée quand il faut au même moment lutter contre le terrorisme ou un virus. Légiférons-nous dans le bon sens et avec bon sens lorsque, lors du projet de loi de finances pour 2019, nous avons voté au Parlement la capacité pour l'administration fiscale d'aller chaluter des données qui ne sont pas moins personnelles au motif qu'elles sont publiques. Cette tendance préoccupante, très préoccupante, nous touche, nous aussi, législateurs, motivés que nous sommes parfois de vouloir une administration plus efficace qui prévient mieux les crimes, les délits et la fraude. Mais que faisons-nous de la vie privée ? Comment préservons-nous ce droit essentiel qui est chahuté dans ses fondements même par les évolutions sociologiques ? Je voudrais vous rappeler ce qu'est la protection de la vie privée affirmée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été réaffirmée en droit français à l'article 9 du Code civil, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et pour rappeler aussi qu'en 1999, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel sont venues étendre la protection. Évoquer le respect des libertés publiques et de la vie privée, mes chers collègues, nous amène naturellement à nous saisir de la question de l'utilisation des fichiers et de la collecte de données qui soulève aujourd'hui de multiples interrogations juridiques. Au sens de la loi dite informatique et liberté du 6 janvier 1978, ces fichiers constituent des traitements automatisés de données personnelles et font l'objet d'une réglementation spécifique. Même si l'intitulé de notre débat est bien plus large, je me concentrerai sur les fichiers de police et de renseignement. Catégorie à part entière au sein des fichiers administratifs, ils restent spécifiques quant à leur finalité, qui est de participer au maintien de l'ordre public. Cette spécificité les situe ainsi à la frontière entre la répression et la prévention. D'une part, ils sont chargés de collecter des données pour prévenir des atteintes à l'ordre public, quand d'autre part, ils peuvent être la source de l'action répressive de l'État. Nos concitoyens et plus largement le débat public dans notre pays ont malheureusement commencé à s'intéresser à ces fichiers et à leur finalité, en particulier celle des fameuses fiches S lors des attentats terroristes survenus depuis 2015. L'utilisation efficace de ces fichiers a souvent permis une réaction rapide dans la recherche des auteurs, tout en facilitant l'action répressive, mais a entraîné un débat sur la capacité de l'autorité publique à les utiliser de façon préventive. Ces outils de traitement de données utilisés dans le cadre du maintien de l'ordre ne sont pas sans contrôle. Notre pays dispose aujourd'hui d'un corpus juridique solide qui encadre strictement l'utilisation de ces fichiers et qui a maintenant plus d'une quarantaine d'années. Ayant la chance d'y siéger depuis à présent 6 ans et d'entamer un deuxième mandat depuis quelques jours, il m'est impossible de ne pas évoquer le rôle crucial de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en la matière. En effet, ces fichiers de police font l'objet d'un contrôle préalable par la CNIL, se traduisant par la formulation d'un avis motivé et publié sur l'ensemble des projets de création de ces fichiers. Madame la ministre, à l'occasion de ce débat ce soir au Sénat, je me dois aussi d'insister sur le rôle incontournable du Parlement, alors que le pouvoir exécutif continue de disposer de pouvoirs élargis, y compris le pouvoir de légiférer par ordonnance dans tout un tas de domaines. Et je ne voudrais pas être inutilement polémique, mais nous allons étudier dans le mois prochain le texte dit « sécurité globale ». Ce texte a été écrit sans étude d'impact et sans avis du Conseil d'État. Eh bien, ce texte sera l'objet d'une première. Pour la première fois depuis que la loi l'a autorisé en 2018,
le président de la commission des lois du Sénat a saisi la CNIL d'une demande d'avis sur l'ensemble du texte, et cet avis vient de nous être rendu. Pour la CNIL, le cadre juridique de ce texte, qui contient plusieurs dispositions intéressant directement la protection des données personnelles, au travers en particulier de la modification du cadre juridique applicable en matière de vidéo et de réglementation des caméras aéroportées, dans le langage courant les drones, n'est pas en l'état suffisamment protecteur de la vie privée et des données personnelles. Il nous faudra être attentifs à cela lors de nos discussions, et j'y veillerai personnellement puisque je suis l'un des deux co-rapporteurs de ce texte. Le débat d'aujourd'hui nous donne l'occasion d'évoquer la décision rendue par le Conseil d'État le 4 janvier dernier. Saisi en référé par plusieurs organisations syndicales en raison d'un risque de surveillance de masse, la plus haute juridiction administrative du pays est venue valider 3 décrets autorisant les forces de l'ordre à ficher les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses et l'appartenance syndicale. Plusieurs collègues l'ont évoqué avant moi. Ce fichage a lieu avant le recrutement de fonctionnaires sur des postes sensibles. Et désormais, pourront être recensées les données de toute personne soupçonnée d'activité terroriste ou susceptible, je cite, de porter atteinte à l'intégrité du territoire et des institutions de la République. La terminologie retenue reprend d'ailleurs celle du RGPD et de la loi que nous avons débattue et votée ici. Notons que ces décrets avaient fait l'objet en amont d'une consultation de la CNIL qui avait donné son accord à l'application de ces décrets destinés notamment à lutter contre le terrorisme. Mes chers collègues, force est de constater que dans la période que nous vivons, sur à peu près tous les sujets, nous avons un recul des libertés publiques alors qu'elles sont toujours, elles doivent l'être, garanties par notre Constitution. Plus que jamais, le rôle des magistrats judiciaires et administratifs ou l'existence d'autorités administratives indépendantes comme la CNIL constitue une force et une vigie pour nos libertés. Et sachez, Madame la Ministre, que pour protéger les libertés publiques et la vie privée, nous serons toujours au rendez-vous. C'est le devoir et c'est l'honneur du Sénat.